Bonjour, aujourd'hui on va parler du gluten. Et donc le gluten, c'est une protéine que l'on trouve dans un certain nombre de céréales, principalement le blé, mais aussi le seigle, l'orge, et aussi dans l'épeautre et le petit épeautre, dans lesquels il y en a beaucoup moins, mais qui ne sont pas exemptes de gluten. Et cette protéine a la propriété de donner de la cohésion aux pâtes, au pain ou aux pâtisseries que vous allez faire. Et donc, moi, je compare ça à de la gluten. Et donc, effectivement, c'est vrai que quand on cuisine sans gluten, les aliments sont plus friables. Il faut trouver des solutions pour la remplacer, parce que c'est vrai que c'est une propriété très intéressante. C'est pour ça que le blé est très utilisé, notamment dans la gastronomie française. Mais voilà, on peut être intolérant au gluten, et la maladie principale du gluten, c'est la maladie cœliaque, qu'on appelle l'intolérance au gluten, mais qui est en fait pas une allergie, parce que c'est pas tout à fait le mécanisme d'une allergie, mais les gens qui sont vraiment intolérants au gluten produisent des anticorps qui vont détruire leur intestin en présence de gluten. Et donc la seule solution pour que la maladie s'arrête, c'est d'arrêter totalement le gluten dans leur alimentation, y compris les traces. Donc, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce d'abrasion de toute la muqueuse intestinale qui fait que l'intestin n'arrive plus à faire son travail. Et donc, les gens sont malades, peuvent perdre du poids, peuvent être vraiment très gravement malades. On fait le diagnostic de cette maladie de deux façons. Soit en dosant les anticorps au niveau de la prise de sang. Les anticorps de cette maladie sont les anticorps anti-transglutaminase. Il est préférable de les rechercher avant de débuter un régime strict, parce qu'ils disparaissent lorsqu'on fait un régime sans gluten. Donc c'est pour ça que personnellement, quand je conseille aux personnes de faire un régime sans gluten, je leur prescris ce dosage avant. Et la deuxième façon, c'est de faire une fibroscopie. Donc c'est le gastro-entérologue qui fait ça, et il fait passer un tuyau dans l'estomac par la bouche, et il va faire des petits prélèvements au niveau de la muqueuse, et la muqueuse qui normalement forme des petites villosités, des petites vagues, eh bien n'a plus ces vagues, et donc un petit peu abrasée. Je trouve que c'est le terme qui convient le mieux, et donc ça permet également de confirmer le diagnostic. Voilà. Il y a une autre façon d'être gêné par le gluten. Alors, c'est soit une allergie vraie, mais c'est en fait assez rare, l'allergie au blé. Et l'autre façon, c'est quelque chose qui a été décrit depuis plusieurs années, qui s'appelle la sensibilité non cœliaque au gluten. Donc, c'est des gens qui n'ont pas la maladie cœliaque, qui n'ont pas les anticorps, qui n'ont pas la muqueuse intestinale abîmée, mais qui sont très gênés en présence de gluten, et qui, quand ils arrêtent, vont mieux, et quand ils en reprennent, vont moins bien. C'est ce qu'on appelle la non-cœliac gluten sensitivity en anglais, et en français, la sensibilité non cœliaque au gluten. Donc, il y a des équipes qui ont commencé à chercher d'où venait cette sensibilité non cœliaque au gluten. La maladie cœliaque, celle dont on a parlé en premier, c'est à peu près 1% de la population. Et la sensibilité non cœliaque au gluten, c'est probablement beaucoup plus, au moins 2 à 5% de la population. Donc voilà pour les chiffres. Il y a quelques années, en Italie, a été réalisée une grande étude multicentrique dans plus de 30 hôpitaux italiens, qui a permis d'étudier plus de 500 patients qui présentaient cette sensibilité non cœliaque au gluten, et on a essayé de répertorier tous les symptômes présentés par ces patients. Donc bien évidemment, les symptômes principaux étaient les symptômes digestifs,
avec en premier lieu les ballonnements. 90% des patients présentaient des ballonnements. Donc ça m'intéresse au plus haut point parce que je pense que ce sont les gaz qui rendent malade. Et il y avait aussi d'autres symptômes digestifs, bien sûr, diarrhée, constipation, alternance entre les deux, douleur abdominale, etc. Tous les symptômes qu'on trouve dans le syndrome de l'intestin irritable et beaucoup dans la fibromyalgie également, bien sûr. Et puis, il y avait aussi des symptômes non digestifs. Et donc, parmi les symptômes non digestifs, beaucoup de patients présentaient une espèce de sensation de mal-être. Donc, 68% des patients, 64% des patients se sentaient fatigués lorsqu'ils prenaient du gluten et moins fatigués quand ils n'en prenaient pas. Un patient sur deux présentait des maux de tête. 38% avaient l'esprit embrumé. Donc ça parle à ceux qui présentent ce qu'on appelle le fibrofog, une espèce de brouillard dans lequel se trouve l'esprit. 39% des patients étaient anxieux, 30% présentaient des engourdissements et 31% des douleurs musculo-articulaires. Donc douleurs musculo-articulaires qui s'arrêtent quand on arrête le gluten et qui reviennent quand on le reprend. Il y avait d'autres symptômes également, éruption, asthme, prurite, anémie, dépression. Donc il y avait des symptômes dépressifs également, rhinite. Voilà, donc c'est intéressant parce que c'est la première étude de grande envergure et d'ailleurs qui a été faite en Italie, au pays des pâtes, et qui a permis d'étudier les symptômes que présentaient ces patients. Donc bien évidemment, pour faire le diagnostic de cette sensibilité non cœliaque au gluten, il n'y a pas de test diagnostique. Il faut éliminer une maladie cœliaque et après, c'est l'arrêt du gluten qui va permettre de déterminer si les gens sont sensibles au gluten. Et la reprise du gluten qui reprovoque des symptômes est aussi un élément très en faveur d'une sensibilité au gluten. Alors en ce qui concerne le lien entre fibromyalgie et gluten, il y a eu plusieurs petites études qui ne sont pas des études de grande envergure, mais qui sont déjà vraiment intéressantes, et notamment en Espagne. Et donc ceux parmi vous qui êtes au régime sans gluten et qui sont allés en vacances en Espagne ont déjà bien remarqué que les Espagnols étaient assez en avance sur la question du gluten. Et en l'occurrence, au départ, ils ont commencé à étudier chez quelques malades cœliaques, donc qui avaient une vraie maladie cœliaque, mais aussi une fibromyalgie, se sont rendus compte que ces patients avaient leur douleur de fibromyalgie qui régressait avec l'instauration du régime sans gluten. Et donc, ils ont essayé d'instaurer ça chez des fibromyalgiques non cœliaques. Donc, d'abord chez une vingtaine de patients qui présentaient une fibromyalgie sévère. Ils leur ont instauré un régime sans gluten strict pendant 16 mois. 8 d'entre eux étaient déjà au régime sans lactose parce qu'ils étaient intolérants, ils se savaient intolérants. Et donc, 75% des malades ont eu une réponse complète sur les douleurs, c'est-à-dire une disparition totale des douleurs, avec un retour au travail à une vie normale. 8 patients ont réintroduit le gluten et les douleurs sont réapparues. Alors, il y a eu une autre étude également qui a été faite, donc chez 97 patients fibromyalgiques qui présentaient également un syndrome de l'intestin irritable. Et donc ces patients ont été mis au régime sans gluten strict. Et avant de les mettre au régime strict, ils leur ont fait une fibroscopie pour aller voir leur estomac et leur duodénum. Et donc, ils ont fait des petites biopsies. Et là, il n'y avait pas d'atrophie, ce n'était pas des malades cœliaques. Par contre, ils ont montré que certains patients avaient une inflammation minime mais notable de leur estomac sur les petits prélèvements en analyse microscopique. Et ces patients qui avaient une petite inflammation, en fait, répondaient mieux au régime sans gluten que les autres. Donc, en ce qui concerne l'efficacité du régime sans gluten dans la fibromyalgie, c'est vraiment très intéressant. J'aurai l'occasion dans une autre vidéo de vous montrer les résultats de notre expérience ici au Mans. Il est quand même préférable de faire le dosage des anticorps antitransglutaminase avant de débuter le régime, comme je l'ai dit, si c'est possible. Et puis, d'arrêter également le lactose, mais ça, on en parlera aussi de l'intolérance au lactose dans une autre vidéo. En tout cas, arrêter le gluten, c'est pas facile. Donc, du coup, dans la suite de cette vidéo, vous allez avoir quelques petits conseils
de nos bénévoles qui cuisinent beaucoup. Et puis vous pourrez aller aussi sur notre site et cliquer sur le lien Isopus Cuisine, qui est le blog de notre association, pour avoir des conseils. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais déjà me présenter. Je suis Patricia, j'ai 52 ans, je suis sans gluten, sans lactose depuis 20 ans. Donc vous imaginez que bien que j'ai dû faire des compromis, des concessions et surtout revoir mon alimentation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du sans gluten. Par quoi peut-on remplacer les produits qu'on avait l'habitude d'utiliser avant qui contenaient du gluten ? Eh bien, le gluten se cache dans énormément de choses. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser des mélanges que vous allez soit concocter vous-même ou alors acheter tout prêt. Déjà, la base pour le sans gluten, je dirais la farine de riz me semble être, le riz et ses dérivés me semblent être la base, puisque le riz, vous le trouvez, c'est pas cher, vous le trouvez partout et vous pouvez l'utiliser donc soit nature, soit en farine, en flocons, en semoule même. Voilà, donc vous allez pouvoir utiliser le riz comme base de votre alimentation. Vous allez aussi pouvoir utiliser, pour ceux et celles qui ne sont pas intolérants ou qui ne sont pas gênés, par le maïs sous toutes ses formes. Le maïs donc sous forme de farine bien évidemment, et vous ferez des mélanges. Par exemple la farine de riz et la farine de maïs pour faire vos crêpes, tout simplement. Pensez aussi à la version maïzena qui va rendre vos crêpes assez légères. Donc voilà pour le maïs. Vous pouvez très bien utiliser également la farine de quinoa. Je trouve que le goût est assez prononcé, donc je vous propose d'en mettre par exemple 1/3 de quinoa et 2/3 donc de farine de riz par exemple. Alors ça va être intéressant dans vos sauces que vous allez pouvoir faire, dans vos préparations, donc pourquoi pas de pâte à tarte salée davantage, je dirais, pour le quinoa. Ensuite, vous aurez la version, la farine de châtaigne, ou la châtaigne avec tous ses dérivés. Ça va être très intéressant pour les versions sucrées. Moi, je l'aime beaucoup dans la pâte à crêpes, la farine de châtaigne, mais elle a un goût très prononcé. Donc, je vous suggère d'en mettre vraiment très peu. Par exemple, 50 g de farine de châtaigne pour votre recette de pâte à crêpes, où vous allez mettre 200 g de farine de riz avec. Voilà, donc ça, c'était aussi au niveau version sucrée. Je reviens un petit peu sur la version salée, je vous fais tout ça en direct puisque le sarrasin c'est intéressant également. Donc le sarrasin en version salée, évidemment pour les galettes, qui ne connaît pas les galettes de sarrasin, mais mélangez également le sarrasin avec la farine de riz, pourquoi pas, ça va être très intéressant pour les galettes. Voilà, ce sont quelques exemples de ce que vous pouvez utiliser comme céréales sans gluten, mais n'hésitez pas de votre côté à nous donner vos commentaires, vos astuces et vos recettes de tout ce que vous utilisez qui est sans gluten. Voilà, très bientôt pour une prochaine vidéo. Manger sans gluten et sans lactose, c'est pas manger sans du tout, c'est manger différemment.